Bonjour Christopher, bonjour à tous. Je souhaitais qu'on évoque aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Les Dessous de l'actualité les besoins en électricité, notamment tirés par ce que l'on entend dans la presse et dans les journaux, la demande électrique liée au développement de l'IA. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui m'a quand même impressionné, c'est que les centres de données, selon l'Agence internationale de l'énergie, consomment 415 milliards de kilowattheures par an. C'est l'équivalent, hein, grosso modo, de la France. Donc on parle que le développement de l'IA, le développement aussi des demandes sur les différents outils ChatGPT, OpenAI et autres, qu'est-ce qu'il en est exactement de la croissance attendue de la demande en électricité pour les prochaines années? Alors c'est effectivement le vrai enjeu, hein. Si on regarde entre 2020, où on commence à avoir une adoption assez large de l'IA et notamment des constructions de centres de données, on a eu un doublement au niveau mondial de la consommation énergétique. On estime que d'ici 2030, donc en partant de la zone où on est à l'heure actuelle, 2026, on va avoir de nouveau un doublement d'ici Mhm. 2030, donc c'est extrêmement massif. Et finalement, on a eu beaucoup d'attention ces dernières années ou même ces derniers mois sur les investissements, c'est-à-dire la capacité des hyperscalers à lever des capitaux pour financer les centres de données. Pour moi, ce n'est pas un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on voit que le marché répond très nettement, très favorablement, le marché obligataire par exemple, répond favorablement aux émissions de dette. En revanche, le vrai sujet, ça va être un sujet énergétique. Et c'est là où on peut avoir des goulets d'étranglement, parce que pour être très très clair, euh, on a aujourd'hui une capacité, tous les États ont à peu près compris qu'ils devraient avoir un mix énergétique. On pourra aller dans le détail sur ce mix, mais en tout cas, ils ont un mix énergétique. En revanche, il y a un vrai problème qu'on constate au niveau des centres de données, c'est la connexion au réseau. C'est-à-dire, par exemple, Mhm. si on regarde le cas français, à l'heure actuelle, il y a plein de sujets sur la réglementation qui expliquent que ça prend du temps de créer des centres de données, mais le vrai point d'attention sur les 2 dernières années, c'est comment on va connecter ces centres de données qui sont de plus en plus nombreux au réseau électrique, notamment parce qu'il y a une consommation derrière qui est très importante. Et ça peut nécessiter des arbitrages. Vous avez, il y a quelques jours de cela, le Danemark, par exemple, qui a annoncé on peut avoir une surtension des réseaux électriques à court, moyen terme à cause de cette demande des centres de données. Donc le Danemark a fait un choix qui est très clair, qui est un choix politique, c'est-à-dire si on a une surtension du système, tous les autres secteurs d'activité vont être privilégiés en termes de fourniture électrique au détriment des centres de données. D'autres pays peuvent faire des choix différents, très clairement, mais en tout cas, ça montre que le vrai enjeu de l'IA à l'instant T, c'est la fourniture énergétique et très clairement en électricité, notamment pour les centres de données, mais finalement, c'est beaucoup plus large aussi. Mm. Et comment est-ce qu'on va y répondre? Quelles sont les voies pour y répondre, sachant qu'on parle de chiffres qui sont monstrueux, hein. Hum, Je citais le chiffre de 415 milliards de kilowattheures, donc l'équivalent de la consommation ouais, annuelle de la France pour les centres de données à aujourd'hui. Et tu parlais du doublement dans les hum, 5 prochaines années. Alors juste 415 milliards, hein, ça ouais, représente donc l'équivalent de la population, de la consommation de la France, hum, mais c'est que, entre guillemets, 1,5% ouais, de la consommation électrique mondiale. c'est ça. Donc dans 5 ans, ça sera 3%. Ouais, Mais c'est cette croissance qui est juste exponentielle, qui est extrêmement rapide. Tu le mentionnais avec le développement des centres de données, hum, avec le développement des requêtes, également l'IA générative qui est de plus ouais, en plus complexe et qui demande un entraînement de plus en plus fort des modèles. hum. Comment répondre justement à cette, besoin, à cette croissance de la demande? Alors, Par quel biais? On parle beaucoup d'énergie renouvelable. ouais. C'est faisable? Alors, les différents États ont différentes approches, c'est-à-dire que les Chinois, qui ont à peu près autour de 300 centres de données opérationnels aujourd'hui, c'est déjà beaucoup, hein, c'est à peu près ce qu'on a nous en France ou encore en Allemagne, eux font un mix qui est très très large, ça veut dire aussi bien du fossile, du nucléaire et des énergies Mhm. renouvelables, qui sont d'ailleurs en partie subventionnées, notamment le solaire chinois qui est très subventionné. Après, c'est un modèle qui est, on va dire, hybride. Le modèle peut-être américain est un peu plus pertinent pour nous les Européens, c'est-à-dire qu'il y a eu un pari qui a été très très clair d'être sur les énergies renouvelables en segmentant malgré tout. Aujourd'hui, c'est quand même le solaire qui est le plus pertinent. Et du côté américain, c'est vraiment purement une logique de prix. C'est-à-dire que quand on regarde en termes de production et de stockage, si on regarde toutes les sources d'énergie différentes, et j'insiste, avec un prix du baril de pétrole autour de 60, on va dire, parce Mhm. que bien sûr, quand on était au-delà de 100, c'est assez intuitif, les énergies renouvelables et surtout prioritairement le solaire sont plus rentables. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi que les États-Unis misent énormément sur cela. Ça n'empêche pas de miser par exemple sur le nucléaire, mais c'est le temps qui est très long, le coût aussi est Mhm. extrêmement important et il y a souvent une incertitude des chantiers. En revanche, pour éviter des goulots d'étranglement, on a besoin de quelque chose qui soit opérationnel rapidement, déployable rapidement, et vous n'avez pas mieux que les énergies renouvelables. Certains pourront nous dire, oui, mais on a toujours les énergies fossiles.
qui fluctuent fortement. Et il faut être très franc, je pense que personne n'est en mesure de faire des prévisions sur le prix du baril à la fin d'année. Donc ça peut être autour aujourd'hui de 60-70, ça peut chuter à 30, peut-être que ça remettra en question. Le problème concret des énergies fossiles, outre l'aspect climatique bien sûr, c'est que fondamentalement, vous n'avez pas suffisamment d'offres sur le marché. Mhm. Les États-Unis, qui a été le pays à peu près ces dernières années, qui a beaucoup investi dans le pétrole de schiste, aujourd'hui, ils ont une capacité de production qui ne peut pas augmenter drastiquement. Les autres pays traditionnels producteurs, Arabie Saoudite, c'est la même chose. Donc même dans le meilleur des mondes, on ne peut pas compter sur le pétrole. En revanche, effectivement, on va pouvoir compter très nettement sur les énergies renouvelables, parce que là, vous avez ce signal prix, c'est déployable rapidement. Aux États-Unis, vous avez des subventions, mais même sans subvention, c'est rentable. Donc c'est vraiment cet élément-là qui est très pertinent. La guerre en Iran a bien sûr été un autre petit déclic supplémentaire, parce que bien sûr, renouvelable, c'est proche des lieux de consommation, donc c'est toujours un avantage. Mais fondamentalement, j'oserais dire, même sans la guerre en Iran, ça n'aurait pas changé la donne. C'est-à-dire que tout le monde a conscience qu'on doit miser sur cela. Alors la guerre en Iran est peut-être un accélérateur C'est ça, pour aller vers plus d'indépendance énergétique. exactement. Parce que tu mentionnais notamment l'énergie fossile. Alors tous les pays ne sont pas égaux Mm. en termes de ressources d'énergie fossile. Ouais. Mais tu mentionnais également la contrainte de l'offre qui s'épuise. Donc il faut aller de plus en plus profondément pour aller chercher C'est ça. soit du pétrole, soit du charbon. Mm. Donc on s'attend, j'imagine, à une hausse des coûts de production Très du charbon drastique. et du Ouais. pétrole. A contrario, le coût de production des énergies renouvelables a fortement baissé ces dernières années. C'est Je ça. crois que pour l'énergie solaire, si je ne dis pas bêtise, c'est une baisse de 80% du coût de production ces 10 dernières années, grâce à l'efficience des matériaux, C'est ça. etc. Gain de productivité, il y avait ces sujets d'intermittence qui commencent à être résolus, donc il y a vraiment cette pertinence-là, et le choix américain est certainement un choix qui est pragmatique et sur lequel on doit s'inspirer. La France, bien sûr, a le nucléaire, mais on peut être aussi en Europe sur un mix un peu plus différent. On a de la biomasse, par exemple, dans l'électricité, qui peut être un élément de soutien intéressant. La France aussi bien positionnée sur la biomasse, mais l'élément qui est central, c'est dans tous les cas, on reste dans ces thématiques renouvelables. Qu'il y a très clairement 5-10 ans de cela, on n'aurait pas eu le même discours. Mais il y a eu des gains de productivité, on a résolu les problèmes d'intermittence qui étaient problématiques au niveau du système, il y a largement contribué. Donc ce qui permet aussi d'avoir à minima, ça ne veut pas dire qu'on évitera les goulets d'étranglement, je pense que ça c'est un autre sujet, mais ça évitera en tout cas d'avoir des flambées de prix de l'électricité à des niveaux qui sont complètement prohibitifs. Comme on a pu voir ces dernières semaines avec les événements au Moyen-Orient. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le mix, les énergies renouvelables représentent quoi? 30% du mix énergétique mondial par rapport à 10% il y a un peu moins de 10 ans. Ouais. Jusqu'où on peut aller? Par exemple, dans 10 ans, quelles sont tes perspectives, tes pronostics, entre guillemets, même si c'est la Coupe du Monde de football, quels sont tes pronostics sur le pourcentage des énergies renouvelables, donc hydraulique, Tout à fait. Ouais, géothermique, vraiment large. solaire, éolien? On a une phase d'expansion qui est très rapide sur 5 ans et c'est vraiment ce signal prix qui est le détonateur et surtout le point qui est intéressant, on a parlé des pays développés, bon et la Chine également, mais si on regarde au sens large, c'est une adhésion de tous les pays. Si vous regardez, j'ai regardé récemment par exemple l'Inde, l'Inde aujourd'hui sur le renouvelable, en l'espace de 5 ans, c'est passé à peu près de 15% du mix énergétique à un peu plus de 30%. C'est très très rapide et ça va continuer d'augmenter. Parce que finalement le renouvelable, comme tu l'as mentionné, c'est très large. Ça peut être l'hydraulique, ça dépend en fait de ce qu'on a en termes de ressources naturelles, j'oserais dire, à disposition. Moi, quand je regarde certains pays qui sont allés très très loin, ce qui est assez sûr, c'est qu'on peut atteindre un mix énergétique dans la plupart des pays où le renouvelable va compter autour de 50, voire plus de 50%. Ça semble assez évident. Certains pays, petits pays, ont déjà atteint ce niveau-là. Donc d'ici 4-5 ans, ça semble assez logique à cet égard. Sachant encore une fois que l'enjeu, c'est un enjeu d'éviter une hausse des prix brutale, trop de goulets d'étranglement. Donc d'autres solutions qui sont aussi à bas coût, comme le nucléaire, qui peuvent être avancées. Le problème nucléaire, c'est dans le meilleur des cas sur du 10 ans déployable. Et encore, c'est optimiste. Donc, ce n'est pas une solution qui est idéale à court terme. Et donc, on le voit aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les hyperscalers investissent directement dans les énergies renouvelables. C'est donc pas uniquement les États. Ils ont compris que c'est un enjeu crucial. C'est pas uniquement de sécuriser ces chaînes d'approvisionnement, c'est aussi la chaîne énergétique en fourniture d'électricité. Amazon a été l'un des premiers à le faire. Les autres suivent, Nvidia, etc. Et ils investissent très massivement dans ce domaine-là. Alors, ils font un peu plein de paris. Ça peut être du renouvelable, ça peut être les mini capacités sur les énergies nucléaires, mais ça c'est un temps un peu plus long. Mais en tout cas, on voit que c'est le vrai enjeu qui a été un peu éclipsé.
Mais c'est aussi un enjeu boursier parce que on est dans une période habituelle, hein, c'est l'été, c'est volatile. Il y a eu les grandes valeurs tech qui ont un peu chuté, un peu chahuté, semi-conducteurs, tout cela. Dans ce segment-là, il y a quand même le segment des énergies renouvelables qui résiste, alors qu'il y a eu un très bon début d'année, mais qui résiste aussi encore à l'instant T dans un environnement de marché un peu plus volatile. Ouais, les valeurs de la transition énergétique, hein, au sens large du terme, sont un des grands gagnants du développement de l'IA. Complètement. En plus de ce qui s'est passé, de l'attention qui a été portée, du focus qui a été porté sur ce segment-là, sur ce secteur-là, de l'énergie liée, encore une fois, aux événements au Moyen-Orient. Ouais. Mais tu mentionnais justement que les grands acteurs, hyperscalers et autres, les Google, les Amazon, les Nvidia, bah, justement, se développent également dans la transition énergétique. Ils le font par eux-mêmes ou ils le font en rachetant des sociétés? Est-ce qu'on peut s'attendre à une consolidation du secteur? Alors, la plupart du temps, ils vont quand même racheter des sociétés. Aujourd'hui, à l'instant T, l'entreprise privée qui a la plus forte production d'énergie renouvelable faite par elle-même, c'est Amazon. D'accord. Ils ont commencé il y a 2-3 ans de cela, donc c'est assez amusant parce que le sujet, honnêtement, publiquement, dans le débat public, est arrivé cette année, grosso modo, hein, cette question de l'électricité, mais les hyperscalers l'ont bien pris en considération il y a déjà quelques années. Donc eux, en règle générale, quand même, ils vont essayer de racheter des sociétés. Ils ont énormément de cash. Amazon, de mémoire, doit avoir à peu près $1 milliard de trésorerie, donc de cash, donc ils peuvent facilement le faire. On peut avoir une consolidation dans le secteur, et puis après, vous avez tous les autres acteurs historiques qui étaient historiquement sur du fossile, qui se diversifient très nettement. On a des acteurs en Europe d'ailleurs qui sont dans ce domaine-là. Ils ont compris que au-delà des considérations, j'oserais dire, climatiques, vous avez un enjeu aussi d'être positionné sur cette chaîne de valeur qui est aujourd'hui parfaitement rentable. Moi, je me souviens quand, je crois, la première fois que j'ai étudié cette question des énergies renouvelables, c'était en 2010. J'étais à l'étranger en poste au Trésor. Et c'était assez amusant parce qu'à l'époque, grosso modo, on se disait, à part quelques pays qui ont soit des capacités solaires ou vraiment des avantages naturels, en termes de coûts, ce n'était pas pertinent. Et là, vous avez cette montée, ces gains de productivité qui font que c'est aujourd'hui le meilleur moyen aujourd'hui d'avoir de l'énergie à bas coût. Tout le monde l'a compris, les Chinois l'ont parfaitement compris, ils ont un temps subventionné, ils ne subventionnent plus dans le solaire, donc on va avoir aussi des consolidations dans le secteur. Mais très très clairement, aujourd'hui, c'est le meilleur levier. Et en plus, bah, c'est des entreprises qui sont rentables, donc c'est assez pertinent du point de vue boursier. Donc on devrait continuer à avoir cette augmentation des énergies renouvelables dans le mix Oui, énergétique mondial. aucun doute. On a vécu de grosses périodes de chaleur en Europe. Quel serait l'impact justement d'avoir un mix, d'avoir une part des énergies renouvelables importante dans le mix énergétique mondial? Est-ce que ça a un impact direct sur la température? Alors, sur le temps très très long, mais en tout cas ça peut permettre, et on a un enjeu purement franco-français, notamment sur la climatisation. Pour moi la climatisation par exemple c'est le bon mauvais débat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez juste le sujet où on se dit la climatisation va accentuer à une consommation énergétique importante, empreinte carbone élevée. Alors oui, c'est la climatisation d'il y a 10 ans, mais la climatisation aujourd'hui il faut voir est aussi impactée par l'IA, on réduit l'empreinte carbone et surtout la climatisation c'est un sujet en termes de productivité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sujets ne sont pas antagonistes. On peut tout à fait miser massivement sur les énergies renouvelables qui auront dans tous les cas un impact positif et réduiront l'empreinte carbone, ça c'est sûr. Cette énergie qui à bas coût, moins négative environnementalement, peut avoir un impact positif pour mettre en place des systèmes de climatisation, parce qu'à la toute fin, on a besoin de ça pour avoir de la productivité dans l'économie. On a des études quand même qui nous montrent que lorsqu'on est au-delà de 30 degrés par 2 degrés supplémentaires, vous avez une baisse de 10% de la productivité du travail. Donc c'est quand même extrêmement massif. Donc il faut avoir conscience de cela. C'est pour ça que moi je n'oppose pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des technologies qui nous permettent dans tous les cas de réduire l'empreinte carbone. Ces technologies, c'est bien sûr les énergies renouvelables. C'est aussi d'anciennes technologies qui étaient effectivement pas les plus vertueuses, mais grâce à l'IA, ça permet d'être plus vertueux aussi, et c'est typiquement la climatisation. Merci beaucoup Christopher. Merci. Donc à surveiller, à suivre les valeurs de la transition énergétique en bourse notamment. Complètement, tout à fait. Merci beaucoup Merci. Christopher et à bientôt. À bientôt.